Comment sortir de cette course au volume? Il y a un premier travail qui est de remettre l'utilité au centre de l'entreprise et donc de questionner le pourquoi et les effets qu'on veut produire quand on vend un produit ou un service. Je vais prendre l'exemple d'un fabricant de marteaux qui fabrique des marteaux et qui les distribue et qui les vend. Son modèle, c'est donc d'en vendre le plus possible, des marteaux bleus, des marteaux jaunes, des petits marteaux, des gros marteaux. Peu importe ce que font les gens avec les marteaux. Planter un clou, construire une magnifique cathédrale, casser une vitrine ou tuer des gens. Et ça, c'est bien les effets. Arriver à sortir du volume, c'est davantage indexer la performance sur les effets souhaitables que l'on veut réaliser avec ce marteau pour contractualiser les bénéfices de ces effets davantage que vendre le plus possible de marteaux. C'est un excellent point de départ pour cette réflexion. Comme je dis souvent chez Imatera, on a beaucoup de convictions, mais on n'a pas de vérité. Donc tout ce que je dis ici et maintenant n'est couvert qu'à nos propres expériences. Mais il n'y aura pas 1, 2 ou 3 grands business models majeurs sur lesquels on va pouvoir se raccrocher. On aura laissé les pionniers avancer, on se dira « Ah bah cool », puis ils vont nous dire la méthode en 10 points pour que ça se passe bien. Je suis persuadé qu'il y aura autant de modèles que d'organisations. On est dans une situation extrêmement complexe, dans un monde volatile, incertain, complexe, ambigu, ce petit acronyme VUCA, qui rassemble bien du coup toute la complexité de la situation et qui fait qu'il y aura peut-être quelques modèles dominants majeurs, je n'y crois même pas, il y aura autant de modèles que d'organisations, et c'est ça qui va faire la richesse finalement de la multiplicité des solutions. Ça va simplement demander à nos organisations de rester éveillées, s'inspirer, cultiver une certaine forme d'agilité, d'adaptation au changement, pour être beaucoup plus mobile et résiliente et beaucoup moins structurée, ancrée, fermée, pour justement évoluer, se transformer de manière quasi permanente, le modèle aussi en même temps. Donc pas de grands modèles précis, mais une multiplicité de modèles qui feront la richesse des organisations. Alors la coopération, elle est non seulement importante, mais elle est indispensable. Quand on veut chercher à atteindre des objectifs sociaux et environnementaux ambitieux, prenons par exemple pour une organisation le bien-être de ses salariés, il serait extrêmement naïf et peu humble de penser, quelle que soit la taille et la puissance de l'organisation, qu'elle arriverait à elle seule à couvrir le bien-être des salariés en totalité. Parce que son collaborateur a une vie, un club de foot, il va au ciné, il a des voisins, il est en contact avec bien d'autres éléments et de parties prenantes qui interfèrent et qui jouent sur son bien-être ou pas. Et donc c'est là où on doit coopérer. C'est de se dire que coopérer, c'est co-construire un commun ensemble. Et si ce commun, c'est le bien-être de mes collaborateurs, il faut que je coopère avec les personnes qui environnent mon collaborateur pour se dire qu'ensemble, on aura une chance de viser du bien-être. Et ça marche avec les thématiques sociales, mais aussi environnementales. Quand je dois traiter de la baisse de la pollution de mon entreprise, l'entreprise à elle seule ne peut pas avoir toutes les solutions pour régler ce problème et doit coopérer avec toutes ces parties prenantes. Et le dernier point, et là je m'adresse plutôt aux entreprises privées, je dirais, dans lequel il y avait d'abord un objectif de profit parfois avant d'avoir un sens, c'est que quand on vient connecter sa raison d'être et qu'on se questionne sur mais en fait je sers à quoi, vraiment c'est quoi ma raison d'être profonde, bien souvent c'est pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux sur lesquels il y a déjà beaucoup d'autres organisations qui travaillent déjà, parfois depuis de nombreuses années, ONG, associations, donc souvent des parties prenantes à but non lucratif qui traitent cette problématique. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les écarte? Tout le travail qu'ils font depuis 20, 30 ans, en fait, n'a pas de sens, ils faisaient n'importe quoi, parce que moi j'ai la réponse, ou alors au contraire, on a l'humilité de dire, écoutez, on a découvert qu'on pouvait vous aider, aller plus loin, en fait on partage le même but, on vient de s'en rendre compte. Comment on peut coopérer pour aller plus loin, plus fort, plus vite, ensemble? Les territoires ont un rôle central dans cette mutation là, du monde, en tout cas européen moderne. C'est le commencement de la fin de l'hyper-industrialisation et l'hyper-centralisation. Donc je mets tout à un endroit et ensuite je distribue partout dans le monde. Raréfication des ressources,
pression sur les systèmes environnementaux et sociaux, burn-out, etc., sursaturation des villes pour 2 heures, en fait, le matin et le soir, des réseaux routiers surdimensionnés pour tous aller au même endroit au même moment. Enfin bref, il y a tout un tas d'externalités qui montrent qu'on arrive, à près de 8 milliards sur Terre, à des points de non-retour de cette hypercentralisation. Le local est une méga chance. Je vais prendre l'exemple de la forêt, inspiré du vivant, où c'est exactement le super exemple du local versus le global. Quand on zoome autour d'un arbre, on voit que c'est extrêmement local, puisque l'arbre est ancré au sol, il puise dans l'humus, ses nutriments, ses vitamines, les champignons, le mycélium l'aident à communiquer avec les autres arbres. On est dans une coopération extrêmement locale. Et quand on dézoome, on voit bien qu'on a des arbres hauts, des arbres bas, on a des buissons, des feuilles, des fougères, donc tout un tas d'écosystèmes qui constituent le global. Et je crois qu'on va vers ce type de modèle où finalement, on va pas chercher à inonder le monde ou à standardiser comme des McDonald's la même chose partout dans le monde, mais bien plutôt s'intéresser au territoire local en termes de ressources environnementales, sociales, en termes de raison d'être. Est-ce qu'on a besoin de distribuer le même sandwich partout dans le monde, exactement le même, au regard des problématiques sociales et environnementales que ça comporte? Je pense pas. Si l'effet, c'est de nourrir les gens. La complexité, c'est qu'il y a évidemment énormément de pionniers. Énormément de pionniers. C'est très difficile de répondre à cette question et je vous donnerai quand même un certain nombre de réponses. Déjà, vous pouvez nous contacter parce que la coopération, c'est entre humains. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une base de données qui recense les pionniers? C'est très dépendant des secteurs d'activité. Par exemple, on sait, j'ai en tête que l'entreprise, c'est un exemple, j'en ai plein d'autres, mais que Rabot du Tilleul, qui est dans le bâtiment, a une base de données assez puissante sur des milliers d'initiatives positives pour des bâtiments positifs, voire régénératifs. C'est un exemple dans la construction. Je vous invite à suivre les travaux de Lumia, qui est un établissement de recherche-action là-dessus. Je vous invite à suivre les travaux de Tariq Shekchak, de l'Institut des Futurs Souhaitables, qui travaille beaucoup là-dessus. D'Emmanuel Delannoy, également Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique, l'économie du donut. Et déjà, avec ça, vous allez pouvoir tirer vos fils, parce que leurs ouvrages, documentés pour la plupart sont des chercheurs, recensent énormément de bibliographies dans lesquelles vous avez pas mal d'années de travail si vous voulez aller regarder justement ces fameux pionniers. Et je donne les miens, parce que pour moi, en permanence, ils sont des maîtres à penser, mais assez loin de notre culture. C'est les peuples premiers, qu'on appelle encore aujourd'hui parfois des sauvages, c'est des peuples premiers qui sont aujourd'hui les Indiens Kogi, les Kagaba, ou encore les Maasai, qui sont en fait depuis parfois des millénaires, déjà dans cette démarche de régénération et de connexion au vivant. On les a juste massacrés, on a juste oublié qu'en fait c'était peut-être là qu'était notre salut dans l'humanité. Et donc si vous voulez aller potasser ça, vous allez vous faire vraiment plaisir. Allez suivre les travaux d'Éric Julien, par exemple, qui sont absolument passionnants. C'est une excellente question et il faut se méfier du mot régénératif. Seul le vivant a des propriétés intrinsèques de régénération. La caméra qui me filme et qui me regarde ne sera jamais une caméra régénérative ou régénératrice. Ça n'a pas de sens. Une entreprise régénératrice, comme ça, de but en blanc, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Une entreprise à visée régénérative, qui va donc se reconnecter plus fort au vivant, humain et non humain, pour en prendre soin et potentiellement régénérer tout ou partie de ce vivant, oui, j'y crois. J'y crois fort. C'est une trajectoire indispensable parce qu'il n'est plus temps de faire moins mal, mais il va falloir qu'on répare tout ce qu'on a cassé. Donc oui, j'y crois. Je crois qu'il faut questionner ce régénératif en entreprise. Demain, que comme on peut voir aujourd'hui une entreprise neutre en carbone, demain, est-ce qu'il y aura des entreprises régénératives ou régénératrices? Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui.